En direct sur Public Sénat. Alors effectivement, la séance se poursuit ce soir. Et on va très vite écouter Esther Benbassa et Cécile Cukierman, les sénatrices à la fois écologistes et communistes, qui présentent en ce moment même leurs amendements pour ouvrir la PMA aux couples de femmes. On les écoute. Cette possibilité doit être ouverte si les enfants ont été conçus à l'étranger, même si l'on espère et revendique que la PMA soit rapidement ouverte aux couples de femmes en France, puisqu'il y a plus de 8000 femmes qui ont recours à la PMA à l'étranger. Merci. Avis de la Commission. La Commission a donné des avis défavorables pour des raisons différentes. D'abord, aux amendements de M. Darniche et Retailleau, parce qu'en fait, ils sont déjà satisfaits. La PMA, ce qu'ils affirment est déjà dans la loi, pas dans celle-là, dans la loi sur la PMA. Et avis défavorable également aux amendements de Mme Benbassa et Mme Cukierman, même si la Commission a eu un débat là-dessus, si elle comprend bien l'intérêt des amendements présentés par Mme Benbassa et Cukierman pour lancer le débat. C'est vrai que la PMA n'est pas dans le périmètre de ce texte, après un certain nombre de discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale notamment. Votre commission des lois a décidé de garder le périmètre du texte tel que le présentait le projet de loi et donc a reposé ces amendements pour l'instant pour des questions de pure forme par rapport au projet de loi tel qu'il se présente. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Une attention particulière pour la combativité de ces sénatrices, donc Benbassa et Cukierman. Avis défavorable néanmoins, mais vous savez parfaitement que nous sommes hors périmètre du texte. Merci. Monsieur Godefroy. Oui, Monsieur le Président, ce sera très rapide parce qu'effectivement, je souscris aux propos de Monsieur le rapporteur et de Madame la ministre, c'est hors périmètre. Simplement, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que lors de la révision des lois bioéthiques en première lecture, j'avais eu l'honneur de défendre un amendement du groupe socialiste qui avait été adopté. Je vais rappeler quel était cet amendement. Cet amendement visait à permettre l'assistance médicale à la procréation, je dis toujours AMP, moi, je préfère, pour des raisons qui soient médicales ou sociales, ou sociétales, on avait dit. Et à l'époque, en première lecture des lois de bioéthique, ceux qui étaient là doivent s'en rappeler, j'avais reçu le soutien actif du rapporteur de l'époque, M. Alain Milon, et cet amendement a été voté par notre Assemblée. Cet amendement a été... Je ne vais pas ouvrir le débat, il a été voté par notre Assemblée. Ensuite, en deuxième lecture, apparemment, il y a eu quelques instructions qui ont été données. Ceux qui étaient là s'en souviennent, je suppose. Il n'empêche que notre Assemblée en a débattu et dans les lois bioéthiques avait voté en première lecture, à une très large majorité. Je rappelle simplement que ceux qui voudraient envoyer le débat aux lois bioéthiques, à l'époque, on nous avait dit les lois bioéthiques, maintenant on sait tout, on n'en discute plus. Il avait fallu un long combat pour qu'on en rediscute, mais la discussion est reportée à dans 7 ans. Et donc je pense qu'il ne faudra pas attendre 7 ans pour rediscuter de l'AMP. C'est ce que je voulais simplement rappeler. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole quelques instants. Monsieur Alain Richard. Monsieur le Président, je respecte tout à fait l'aspiration de certains de nos collègues à ouvrir ce débat. Mais la façon dont il a été ouvert me surprend. Quand Mme Benbassa dit qu'il ne s'agit pas d'une question éthique, je ne comprends pas son argument. C'est une question éthique par excellence. Très bien, je vais mettre aux voix l'amendement de M. Darniche, l'amendement 233 rectifié. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Merci. Ceux qui sont contre, abstention. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement numéro 100 de Mme Benbassa. Ceux qui sont pour. Je vais le retirer, demandez-moi. Oui, eh bien, bon, je vais retirer l'amendement 100. Oui, mais je compte sur la réflexion sur la famille et les lois qui vont suivre pour qu'on prenne en considération cet aspect de la question qui est aussi très importante. Il est retiré, amendement 253. Il est retiré, amendement 258 rectifié de M. Retailleau. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, abstention. L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement 99 de Madame Benbassa, même sort. Très bien, il est retiré, ainsi que l'amendement 252 de Madame Cukierman. Je passe à l'amendement 122 rectifié qui a été présenté par Monsieur Retailleau. Quel est l'avis de la commission? Défavorable. Du gouvernement? Même avis. Merci. Je vais donc le mettre aux voix. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, abstention. L'amendement n'est pas adopté. J'en viens à 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Amendement 123 rectifié de M. Retailleau. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, il s'agit de modifier le code de la santé publique parce qu'on a bien vu dans l'ensemble de nos débats qu'il y a un risque des techniques médicales de procréation et le risque débouchera sur le problème de l'accès aux origines. Par cet amendement, solennellement, pour pointer cette faille, eh bien, nous souhaitons instituer le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes afin de prendre en compte l'intérêt des enfants qui seront souciés d'avoir accès à leurs origines. Amendement 165 identique, 165 rectifié de M. Bécaud. Oui, Monsieur le Président, cet amendement, je considère, il vient d'être défendu par Bruno Retailleau. Merci. Amendement identique également 167 rectifié de M. Leleux. Merci. Amendement 203 de M. Revet. Oui, Monsieur le Président, ça va être la même position en disant simplement que c'est un problème qu'il faudra résoudre parce que j'ai reçu des enfants issus de gamètes et qui m'ont dit on voudrait quand même, pour un certain nombre de raisons, avoir accès à un certain nombre d'éléments. L'amendement 257 tombe. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements identiques? L'amendement y est hostile. Je rappelle à mes collègues d'ailleurs, c'est un vrai problème, oui. Que la commission y est hostile, pardon. Je rappelle à mes collègues que nous avons eu un débat ici assez long sur cette question lors de la révision des lois bioéthiques, si je me souviens bien. Un certain nombre d'entre nous étions favorables à la levée de l'anonymat. Finalement, ça n'a pas été adopté. Vous connaissez les objections qui valent ce qu'elles valent. Les objections, c'est que si on lève l'anonymat, il n'y aura plus de donneurs. Voilà. Alors, pour l'instant, la Commission y est défavorable. En plus, ce n'est pas le débat dans ce texte. Avis du gouvernement. Sujet majeur, complexe également, mais avis défavorable, ce n'est pas le débat de ce texte. Très bien. Je soumets aux voix ces amendements. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui sont contre, abstention. Ces amendements ne sont pas adoptés. J'en viens à l'amendement 114 rectifié de M. Retailleau. Oui, pardon, Monsieur le Président, c'est un amendement qui repose le principe de précaution pour les sujets dont nous débattons notamment. C'est un principe d'ailleurs qui est valable sur tous les sujets. Je vous rappelle qu'il a émergé pour la première fois en 1992. C'était le principe 15 de la déclaration de Rio. La loi Barnier, en 1995, l'avait repris à son compte, l'avait reformulé dans un texte législatif. Et ensuite, l'ensemble de nos débats qui avaient conduit à la révision constitutionnelle et à la charte de l'environnement avaient, si j'ose dire, consacré ce principe d'un point de vue constitutionnel. Nous souhaitons rappeler, avec le groupe UMP, solennellement, que ce principe ne saurait si j'ose dire, faire l'objet d'usages différents suivant qu'il s'agisse d'un sujet ou d'un autre. Les sujets dont nous traitons sont des sujets extrêmement graves. Nous savons qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur les conséquences sur les enfants et donc nous souhaitons réaffirmer avec force que ce principe de précaution doit s'appliquer pour tous les sujets, y compris les plus graves, bien entendu. Avis de la commission. Défavorable. Cet amendement est sans objet. Car lorsque le juge prononce l'adoption, il la prononce dans l'intérêt de l'enfant. C'est ce qui a été dit tout au long des auditions. Donc ça ne fait aucun doute. Donc défavorable. Amendement du gouvernement. Pardon. Avis de la. L'article 353, dans l'intérêt de l'enfant, nous n'arrêtons pas de le marteler. Avis défavorable. Je vais mettre aux voix. Monsieur Longuet, vous avez la parole. Brièvement, oui, naturellement, dans l'intérêt de l'enfant. Encore faut-il savoir qui est cet enfant, quel est son héritage génétique. Et la question que pose Bruno Retailleau est parfaitement pertinente et d'ailleurs est légitime
les amendements précédents que vous avez repoussés sur le droit de l'enfant à connaître ses origines. Vous allez avoir des enfants qui n'auront pas la faculté que la science ouvre désormais d'accéder à la médecine génétique, c'est-à-dire celle qui se fonde sur la connaissance des antécédents génétiques de cet enfant. Alors, dans l'intérêt de l'enfant, le juge n'en a qu'une appréciation sociale. Il y a un volet médical, génétique, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est une observation de bon sens, et je trouve surprenant que vous l'écartiez aussi facilement. Mais nous le retrouverons dans le débat sur la famille. Bien, je mets aux voix le 114 rectifié. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, abstention, l'amendement n'est pas adopté. Amendement 115 rectifié de M. Retailleau. Monsieur le Président, Madame les ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est une question qui est extrêmement délicate, puisque si ce texte devient loi, l'adoption pour les couples de même sexe sera bien entendu dans la loi, sera autorisée. Et par cet amendement, ce que nous souhaitons faire, c'est permettre aux parents, par une disposition testamentaire, de faire en sorte qu'ils puissent indiquer leur adoption, en tout cas l'adoption, si jamais ils venaient à décéder, pour qu'ils puissent définir les conditions dans lesquelles ils souhaiteraient que leur enfant soit adopté. C'est extrêmement important. Ça peut être de rares cas ou des cas limites, mais je pense qu'on doit pouvoir le prévoir dans la loi à partir du moment où ces conditions d'adoption vont, dès lors, radicalement changer. Avis de la Commission. Avis défavorable. Lorsque les parents décèdent, la loi, c'est que c'est le conseil de famille, sous l'autorité du juge, qui décide si l'enfant peut être adopté ou pas et par qui. Donc, avis défavorable. Avis du gouvernement. C'est un sujet qui peut faire l'objet de la préparation du texte sur la famille, parce que c'est une disposition qui a été d'ailleurs abordée à l'Assemblée nationale. Donc elle n'est pas nulle et non avenue, mais elle n'est pas pertinente sur ce texte-là. Pour ces raisons, avis défavorable. Merci. Je vais le mettre aux voix. Ceux qui sont favorables lèvent la main. Ceux qui sont contre, abstention, il n'est pas adopté. J'en viens à 5 amendements identiques. Amendement 116 rectifié de M. Retailleau. Oui, Monsieur le Président, je vais les soutenir, mais très vite, parce que le 116 rectifié, le 117 rectifié, le 118 rectifié parlent de l'intérêt des enfants. Et je ne vois pas pourquoi ils ont été classés à ce moment-là, alors que nous en avons parlé beaucoup plus haut lorsque nous avons, si j'ose dire, attaqué l'article additionnel. Par conséquent, je considère que je les ai déjà défendus. Il s'agit de réaffirmer l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment d'avoir un père et une mère, et notamment avec à l'appui tous les textes internationaux que j'ai déjà cités maintes fois. Merci. Le 153 rectifié, Madame Bruguière. Merci. Le 160 rectifié, Monsieur Bécaud. La même chose, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le 198, Monsieur Revet. Oui, même chose. Nous répétons, et nous sommes nombreux à répéter, qu'il faut tenir compte de la place de l'enfant. Alors ce sera peut-être dans le projet de loi sur la famille, mais c'est l'objet principal de nos débats. Et malheureusement, durant le débat, on n'en a pas beaucoup parlé. Merci. Le 223 tombe. Je vais mettre aux voix ces amendements identiques. Ceux qui sont pour lèvent la main. Pardon, monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole bien volontiers. Avis de la Commission et ensuite je demanderai aussi l'avis du gouvernement. La Commission donne des avis défavorables car ces amendements font primer le biologique dans les lois sur l'adoption. C'est contraire à tous nos principes. Avis défavorable. Avis du gouvernement. Même avis pour les mêmes raisons. Je vais mettre ces amendements aux voix. Ceux qui sont pour lèvent la main. Ceux qui sont contre, abstention. Ces amendements ne sont pas adoptés. J'en viens à 5 amendements identiques. Le 117, déjà défendu par M. Retailleau. 154, Mme Bruguière, nous sommes d'accord. 161, M. Bécaud, même sort. 199, M. Revet, également. Et donc le 225 tombe. Je vais mettre aux voix ces amendements. Ceux qui sont pour. L'avis de la Commission. Pardonnez-moi, c'est la deuxième ou troisième fois que je me passe de l'avis de la Commission. L'avis de la Commission, s'il vous plaît. La Commission est défavorable. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de l'enfant
l'intérêt de l'enfant prime d'ores et déjà dans le droit positif et qu'il est inutile de mettre toute autre considération. Avis du gouvernement. Même défaut superfétatoire, donc même avis défavorable. Bien, je vais donc les mettre aux voix. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, abstention, merci. Ils ne sont pas adoptés. Je viens à 15 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 127 de Mme Benbassa. L'argument a été maintes fois entendu. Seul le mariage serait gage de stabilité pour le couple et donc de sécurité affective et légale pour l'enfant. Quand on sait qu'à Paris, un mariage sur 2 se termine par un divorce, cet argument, bien sûr, ne tient pas. En 2010, plus de 205 000 PACS ont été conclus. D'autre part, à l'époque des débats sur le PACS, l'adoption en avait été exclue, car elle aurait été ouverte aux couples de personnes de même sexe. Ce droit étant voué à l'issue de nos débats à être ouvert à tous les couples mariés, cette interdiction pour les couples pacsés n'a plus lieu d'être. Pour toutes ces raisons, nous proposons d'ouvrir le droit à l'adoption aux couples pacsés. Si l'amendement 205 rectifié, 215 rectifié bis tombe, amendement 23 rectifié bis de M. Gélard. Madame les ministres, si vous voulez bien, cet amendement 23 bis rectifié, plus le 24, le 25, le 26 et le 27 rectifié, eh bien, ce sont des amendements que je vais être amené à retirer pour une raison très simple. Ceux qu'ils défendent, ce que l'on a appelé en commission le point de vue Adam et Ève, eh bien, c'est dépassé maintenant compte tenu de ce que nous avons adopté. Mais je regrette que nous n'ayons pas suivi, que vous n'ayez pas suivi ce que nous avions proposé à l'époque. Très bien, ces amendements sont retirés. J'en viens à l'amendement 232 rectifié de M. Darniche. Monsieur le Président, mes chers collègues, cet amendement vise à limiter les cas d'adoption des couples mariés aux seuls couples hétérosexuels, car tout enfant a droit à un père et une mère, en particulier s'il a subi la perte de ses parents. Merci. Amendement 118 rectifié de M. Retailleau a été défendu. Le 155 rectifié, Mme Bruguière, a été défendu également. 162 rectifié, M. Bécaud, également. 200, M. Revet, également. Je vais donc demander l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Alors, M. Gélard a dit la raison pour laquelle il retirait son amendement. Tous les autres sont semblables. C'est les amendements qui réservent l'adoption pour les couples hétérosexuels. Ça a été voté contre, donc on est contre. Madame Benbassa a un amendement un peu différent. Madame Benbassa, on a dit ici qu'on n'évoquerait pas la question du PACS, même si M. Millon était d'accord avec vous, il serait peut-être logique d'ouvrir, enfin, je pense qu'il serait logique d'ouvrir la possibilité d'adoption aux couples pacsés. Ce n'est pas dans le périmètre de ce texte. Je vous demande donc de retirer votre amendement. Très bien. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Un avis défavorable. J'essaie juste de comprendre. Non, mais je pense que M. Darniche finira. Non, parce qu'il nous a dit qu'un enfant... Très bien. L'avis du gouvernement ayant été donné, je vais mettre aux voix... Oui, pardon, Monsieur Raffarin, je vous en prie, vous avez la parole. Juste un mot, Monsieur le Président, Madame Garde des Sceaux, mais puisqu'on est dans une ambiance un peu détendue, on est quand même là sur un sujet extrêmement grave et je veux vraiment dire à tous ceux qui nous regardent que ce débat-là est le débat essentiel. Alors on ne revient pas sur le débat parce qu'on l'a tranché, mais il ne faudrait pas croire qu'en fin de parcours comme ça, on lâche prise, ce sont nos convictions de fond. Un enfant a droit à un papa et une maman, c'est le cœur même de cet amendement, c'est fondamental, mais nous en avons déjà beaucoup débattu. Très bien.
Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Voilà la sagesse de Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui reconnaît qu'effectivement, ils ont déjà beaucoup débattu sur ce texte. David Assouline, sénateur et porte-parole du Parti socialiste, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et effectivement, 8 jours de débat sur ce projet de loi, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais c'était nécessaire. Je suis partagé parce que je comprends bien que ceux qui combattent ce texte veulent faire durer. C'est pas seulement pour enrichir les débats. Il n'y a pas que les opposants au texte, il y a ceux aussi qui ont envie de se faire une opinion, de comprendre quelles peuvent être les conséquences de telle ou telle mesure. Justement, c'est pour cela que je voulais que je faisais cette parenthèse. C'est que il y a des arguments qui ont été répétés de façon identique pendant des heures et des fois, justement pour ceux qui nous regardent, c'est une image qu'ils peuvent avoir du Parlement. Ils savent qu'il y a beaucoup de textes, notamment du gouvernement, de problèmes dans le pays qu'il faut qu'on traite. Donc, il faut prendre le temps. Il y a eu des moments un peu durs, d'obstruction caractérisée. Oui, on peut dire que l'ambiance de ce soir n'est quand même pas représentative de tout ce qu'on a vécu ces derniers jours, où l'ambiance était plus... peut-être pas tendue, mais en tout cas, il y avait une vraie bataille d'opinion dans l'hémicycle. Donc, c'est normal que ceux qui s'opposent, pas tellement pour argumenter, comme vous l'avez dit, fassent durer. C'est une façon de montrer à leurs partisans à l'extérieur qu'ils sont opiniâtres, qu'ils se battent, etc. Ça, c'est de la posture. Sur les débats, je pense qu'on a été bien au fond des choses. Je trouve dommage, on l'a encore vu là, y compris par le rappel de M. Raffarin, qu'ils aient porté beaucoup d'heures de débat sur un débat qu'on aura lieu dans un autre texte. Tout ce qui touche à la PMA, à la GPA et en général à la famille, qui sont des sujets à traiter à part. Ils veulent faire le lien en disant qu'automatiquement ça engendrerait, je ne crois pas, on est sur le code civil, il n'y a rien d'automatique qui est engendré par cette loi, mais en tous les cas, globalement, et cette loi sur la famille est loin d'être inscrite à l'ordre du jour, elle n'est pas encore née, cette loi sur la famille, même si elle a été promise par le gouvernement. Il y aura une loi sur la famille parce que y compris dans le débat sur l'adoption, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, sans le mariage homosexuel, qui sont insatisfaisantes. Donc c'est normal que, avec les nouveaux problèmes que pose la société dans son évolution, la composition des familles, qui a beaucoup bougé, vous le savez, et bien qu'on revienne régulièrement au Parlement pour parler de cela. En tous les cas, globalement, voilà, on sent que c'est la fin. C'est dur quand on a été vraiment présent à toutes les sessions parce que comme ça sur notre antenne tous les soirs, et effectivement c'est dur, mais bon, le débat en valait le coup, c'était intéressant aussi. Les opposants au texte ne désarment pas. La manif pour tous manifeste ce soir encore devant les grilles du Sénat. Il y a une autre date de manifestation qui a été annoncée à la fin du mois de mai, donc la bataille autour de ce projet de loi est loin d'être finie. Il y aura une seconde lecture dans les deux chambres. Oui, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Je veux juste dire tout de même, parce que vous évoquez ce qui se passe à l'extérieur, que si parfois c'était feutré ici, je n'ai pas accepté, je l'ai d'ailleurs dit dans un rappel au règlement, qu'il y ait un peu double jeu. On ne peut pas à l'extérieur chauffer à blanc, parfois en disant des mensonges, ceux qui manifestent. On voit qu'il y a des dérapages, et quand il y a des dérapages, il faut tout de suite les condamner. Saccage d'un rassemblement associatif ce week-end. Mais qui sont parfois l'œuvre et souvent même de mouvements radicaux à l'extrémité. Oui, mais il faut les dénoncer, donc il faut tout simplement les dénoncer. Ils ont été dénoncés sur les deux bancs de l'Assemblée et de l'hémicycle. Je n'ai pas entendu de dénonciation claire et nette de ceux qui ont fait ces actes. Il y a eu des généralités, je ne l'ai pas entendu, c'est pour ça que je l'ai demandé d'ailleurs. Et je le dis parce que, y compris la dernière manifestation, bien entendu qu'elle avait un caractère pacifique, mais le fait jusqu'à 4 jours avant d'avoir appelé à manifester sur les Champs-Élysées, à pousser, y compris les gens qui ne savaient pas, à vouloir y aller à tout prix, à penser que c'était une injustice de ne pas y aller, alors que ça fait des décennies... Vous estimez qu'il y avait de la provocation de la part des organisateurs de la manifestation ? Il y avait une irresponsabilité
Et puis après, il y a des provocateurs qui, sur la base de l'irresponsabilité, eh bien, ont libre cours. Et quand, dans la manifestation, on entendait en boucle sur des chaînes d'infos qu'on tire sur des enfants, on gaze des enfants, des expressions aussi fortes dans la bouche de M. Wauquiez ou de M. Guénaud, eh bien, je ne pense pas que ça poussait dans ce moment de tension à faire baisser la tension. Au contraire, ça accroissait les risques. Donc, ce que je veux dire, c'est que le débat doit continuer, la navette va continuer. Si nous avions d'ailleurs voulu qu'il n'y ait pas de navette, ils l'ont fait dans le passé, quand ils étaient majoritaires au Sénat, ils auraient voté conforme. On n'a pas voté conforme, ça va repartir. Mais attention, vigilance, il ne faut pas que le droit de manifester se transforme en laisser aller à n'importe quoi. J'ai deux habitants de mon arrondissement, un couple homosexuel, qui s'embrassaient dans la rue le week-end dernier. Et qui ont Ils ont été tabassés très violemment et ça laisse libre cours à des choses. Et je l'ai dit aussi, moi, quand on me dit... Mais les tensions autour de ce texte, Facebook, David Assouline, ne sont pas finies. Il y aura la deuxième lecture, donc ça va durer jusqu'à cet été. Toujours est-il que quand le pays traverse autant de problèmes sociaux, est-ce qu'il est si utile de passer autant de temps sur des réformes sociétales? Est-ce que l'urgence est là? Non, mais c'est fort de café de nous faire ce reproche. C'est pas nous qui faisons durer. Et si ça dure, c'est parce qu'ils ont voulu un débat qui dure. L'opposition. Ben, bien sûr. Souvenez-vous. La gauche n'était pas très nombreuse toujours dans l'hémicycle aussi ici au Sénat, donc il y a eu une multiplication des scrutins publics. Là aussi, on a perdu du temps. C'est pas tellement ça qui a fait perdre du temps. Regardez bien, c'est quand on s'inscrit à 35, 40 pour intervenir sur article, après l'avoir fait sur le débat général, après le faire sur un certain nombre d'amendements. Au Sénat, on n'a pas besoin de déposer 1000 amendements pour faire durer, parce qu'il n'y a pas de temps contraint. Chacun peut parler, et donc on peut jouer à ça. Mais ce que je veux dire par rapport à la question de l'urgence, il y a un texte qui est arrivé. Ils ont voulu faire 2 semaines à l'Assemblée. Ici, ils ont fait durer 10 jours. Ils ont tout de suite dit attention, ils veulent empêcher le débat, etc. Ils vont faire l'urgence. On n'a pas déclaré l'urgence pour pas qu'il y ait cet argument. On sait très bien comment on peut aller très vite, en brutalisant les débats. Et ils nous auraient dénoncé en disant ils brutalisent le débat, donc on laisse les choses se faire normalement, le rôle du Parlement, il y a des manifestations, tout cela est respecté, mais qu'on ne vienne pas nous reprocher à nous de ne pas nous occuper du reste. On ne fait que ça, et eux, pour l'instant, usent beaucoup de leur énergie que là-dessus. Vous les avez vus sur la loi bancaire avoir autant de punch et sur le budget, etc. Et on verra la semaine prochaine, effectivement, avec le prochain texte. Merci, de rien. David Assouline, d'être venu en direct sur notre plateau ce soir. On va repartir dans l'hémicycle pour suivre la suite de ces débats autour de ce projet de loi, avec la fin de l'examen des amendements et des derniers articles sur ce texte. Delphine, on vous retrouve en tribune de presse. Ça va assez vite ce soir, ça avance assez vite. Ah oui, Perrine, c'est le moins qu'on puisse dire. Le rythme s'est vraiment accéléré. Même Jean-Pierre Bel, on sent qu'il a envie d'aller vite. La preuve, c'est qu'il en oublie même parfois de demander l'avis de la commission ou encore l'avis du gouvernement. En tous les cas, les amendements importants qui avaient été déposés par Cécile Cukierman ou encore Esther Benbassa pour autoriser la PMA pour les couples de femmes, ces amendements ont été retirés. Il s'agissait pour les sénatrices de lancer le débat sur la question. Le gouvernement a répondu que cette question fera l'objet d'un futur projet de loi, un projet de loi sur la famille. Enfin, la droite qui avait également tenté de demander la levée de l'anonymat pour les donneurs de gamètes a vu ces amendements refusés à la fois par le gouvernement. Toujours la même réponse, on n'est pas ici dans le périmètre de la loi. Alors on va retourner dans l'hémicycle où, vous l'avez dit, les débats s'accélèrent. Pour permettre l'intervention d'un tiers. Ces propositions visent à renforcer le maintien des liens affectifs tissés entre l'enfant et un tiers dans des circonstances particulières telles que le décès et la séparation. L'amendement 179 vise donc à compléter le régime des actes usuels de l'autorité parentale pour lesquels le Code civil prévoit déjà une présomption d'accord des parents, en consacrant la possibilité offerte à chacun des parents de déléguer une autorisation aux beaux-parents d'accomplir ces actes. C'est donc une ouverture tout à fait importante pour que le parent seul ne soit pas isolé vis-à-vis de l'enfant. Et l'amendement 104 de M. Bas. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui a été
rédigé dans le même esprit que les amendements que vient de défendre notre collègue de Treigne. Si vous le permettez, je dirais un mot également du 102. Le 102 et le 104 se démarquent de jurisprudence d'ailleurs de la Cour de cassation et visent à les fixer dans nos textes législatifs en permettant pour l'un une autorisation par les titulaires de l'autorité parentale soit donnée aux tiers résidents avec l'un des deux parents d'accomplir des actes usuels au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant et pour l'autre également on puisse obtenir du juge qu'il autorise un tiers à accomplir un certain nombre d'actes dans l'intérêt de l'enfant. Merci. Donc, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur le 31 rectifié bis, 179 rectifié terre, le 104 et on pourrait joindre le 102 que monsieur Bas vient de présenter? Oui, ces 3 ou 4 amendements, les 3 premiers sont exactement semblables. Ils abordent un problème réel et ils tendent à simplifier la vie courante. Toutefois, ils n'offrent pas de garanties juridiques requises. En effet, rédigés comme ils sont, on voit de quelles instrumentalisations une telle disposition pourrait faire l'objet en cas de séparation conflictuelle des parents. Donc, moi, je crois que la réflexion doit être poursuivie. Alors là, ça sera moins conflictuel que pour la PMA, dans le cadre d'une loi sur la famille qui définira le statut du beau-parent avec toutes les garanties juridiques. Donc, moi, j'étais défavorable. Par contre, la Commission a émis un avis favorable à ces amendements. Quant au 104, 102 de M. Bas, il est déjà satisfait par notre droit positif, mon cher collègue. Avis du gouvernement. Oui, nous émettons un avis défavorable, même si les questions que vous posez sur le statut du beau-parent sont des questions importantes, mais qui s'adressent indifféremment aux familles hétérosexuelles comme aux familles homosexuelles, donc qui ne rentrent pas spécifiquement dans le cadre de cette loi, mais qui effectivement, sous ses aspects les plus divers et complexes, sera étudié dans le cadre de la prochaine loi famille. Avis défavorable. Oui. Pardonnez-moi, c'est une question que je connais un petit peu pour l'avoir pratiquée. Cette question de délégation d'autorité parentale dépasse largement la question des beaux-parents, etc., etc. Et quand l'adoption internationale se fait, elle peut commencer par une délégation d'autorité parentale pendant quelques années avant d'accéder à l'adoption plénière. Bien. Et à partir du moment où cette question de délégation d'autorité parentale, qui est déléguée à 10 000, 20 000 kilomètres de là parfois, est bien rédigée par le juge pour enfants, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et par conséquent, j'appelle l'attention de mes collègues sur le fait que, certes, il y a la question des beaux-parents quand on habite à 1 kilomètre les uns des autres, etc., qu'il peut y avoir conflit, mais plus généralement, il faudra bien réfléchir dans le cadre, effectivement, dans le cadre de la loi sur la famille, sur cette question d'autorité parentale, qui est une question très importante, mais qui est déjà pas mal organisée, et surtout ne détruisons pas ce qui marche assez bien. Merci, monsieur le sénateur. Je mets aux voix les amendements 31 rectifié bis et 179 rectifié terre. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Merci. Ceux qui sont contre? Abstention? Ils ne sont pas adoptés. Même vote pour le 104. Même vote pour le 102. Merci. Je passe à présent à 3 amendements en discussion commune. L'amendement 32 rectifié bis de M. Gélard. Bon, dans cet amendement, nous cherchons à faire en sorte que les parents ou l'un des deux aient le pouvoir de confier à des tiers le soin de réaliser de façon occasionnelle ou temporaire certains actes concernant l'enfant. Ce mandat pourrait concerner des actes usuels et, s'il y a accord des deux parents, des actes graves. Il se ferait par simple convention et prendrait fin par la volonté du mandant ou du mandataire. Merci. Le 180 rectifié terre, M. Détraigne. Il est défendu.
Le 96 rectifié, Madame Bruguière ou Monsieur Retailleau, il est défendu. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? L'avis est défavorable. Encore une fois, c'est un problème très, très important et très grave. Mais franchement, monsieur Gélard, c'est une innovation extraordinaire que vous introduisez dans ce texte. Puisque vous dites, et ceux qui connaissent bien la législation sur l'autorité parentale seront particulièrement sensibles. Le dispositif est inédit, puisqu'il créerait un mandat d'autorité parentale ponctuel donné par des parents à un tiers, y compris pour accomplir des actes graves, comme le passage d'une frontière ou des actes chirurgicaux, sans garantie et en contradiction avec l'article 376 du Code civil, qui dit qu'aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale ne peut avoir d'effet si ce n'est en vertu d'un jugement. Donc la Commission, moi j'étais défavorable, la Commission a émis un avis favorable pour des questions de présence, mais je pense qu'il faut reposer ces amendements. Avis favorable de la Commission. Très bien. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, avis du gouvernement. Oui, cette question de la délégation de l'autorité parentale et des conditions de son exercice, c'est effectivement des questions importantes. Mais je reviens sur ce que j'ai dit antérieurement. Cela concerne indifféremment les couples quels qu'ils soient ou des situations familiales des plus variées, et cela nécessite d'être approfondi, travaillé dans le cadre d'une autre loi qui sera la loi famille et non pas dans le cadre de cette loi spécifique. Donc avis défavorable. Merci. Monsieur Jean-Claude Lenoir, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je soutiens tout à fait l'amendement de mon collègue Gélard. Nous nous retrouvons souvent dans des collectivités locales, en tant que maire, président de comité de communes, avec des problèmes liés au fait que nous ne savons pas exactement quelle est la personne qui peut avoir autorité sur une décision à prendre, notamment en cas d'hospitalisation. Imaginez une colonie de vacances, un centre aéré, des activités périscolaires. Il y a des situations extrêmement complexes dans certains cas. Alors, je comprends qu'il ne puisse pas y avoir de réponse au moment où je parle, mais si on nous dit une loi sur la famille, on ne sait pas quand elle viendra, j'aimerais quand même que nous soyons éclairés sur, au fond, la personne à qui on doit s'adresser, qui peut être investie d'une autorité en cas quand même de circonstances graves et urgentes, notamment en cas d'hospitalisation. Monsieur Sido. Je ne comprends pas très bien parce qu'au fond, l'autorité parentale, elle est transférée aux deux parents, aux deux. Et ce transfert est indétachable, je veux dire, aux deux parents. On ne peut pas la donner à l'un des deux, ou l'un des deux ne peut pas l'exercer au détriment de l'autre, ou alors l'autre a donné délégation de signature. Par conséquent, je ne comprends pas très bien ces amendements, et personnellement, je ne les voterai pas. Merci. Donc je vais mettre aux voix le 32 rectifié bis et le 180 rectifié ter. Ceux qui sont favorables lèvent la main. Merci. Ceux qui sont contre, abstention. Ils ne sont pas adoptés. Le 96 rectifié. Ceux qui sont pour, contre, abstention. Il n'est pas adopté. J'en viens à présent à deux amendements en discussion commune. Le 33 rectifié bis de Monsieur Gélard. Oui, Monsieur le Président, il est retiré naturellement puisqu'il ne correspond plus à ce que nous avons adopté jusqu'à maintenant. Très bien, merci. Le 260 rectifié de Monsieur Retailleau, même chose. Nous abordons l'amendement 103 présenté par Monsieur Bas. Monsieur le Président, je vais à mon tour retirer cet amendement, mais non sans vous avoir fourni une explication. Depuis quelques années, la jurisprudence s'est établie et la Cour de cassation l'a confirmé pour permettre, dans des circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, à la compagne de la mère de prendre soin de l'enfant. Et cette jurisprudence est née de situations où on a pu observer que la mère avait des engagements professionnels très importants et que c'était en réalité sa compagne qui s'occupait le plus de l'enfant. Il faut naturellement, dans ce type de situation, préserver l'autorité parentale du père.
qui n'est pas là, mais qui exerce cette autorité parentale conjointement avec la mère. Mais il y a le cas où le père est d'accord et le juge le vérifiera. Il y a aussi le cas où la filiation paternelle n'a pas été établie. Et dans ce cas, il est souhaitable de permettre effectivement au tiers qui effectivement s'occupe le plus de l'enfant d'assumer cette responsabilité dans des conditions de bonne sécurité juridique. Il faudrait d'ailleurs concevoir la règle symétrique dans l'hypothèse où c'est le père qui s'occupe de l'enfant avec son compagnon et où soit la mère est décédée, soit la filiation maternelle n'est pas établie, ce qui peut arriver tout à fait exceptionnellement. Il me semble que compte tenu de ce qui nous a été expliqué tout à l'heure sur l'ensemble des questions qui devraient se rattacher à la future loi sur la famille, il est préférable de traiter ce dispositif dans cet ensemble. C'est la raison pour laquelle je retire cet amendement. Si, monsieur le sénateur, il est retiré. J'en viens au 128 rectifié de madame Benbassa. Le présent amendement a pour objet d'élargir la délégation partage de l'autorité parentale aux conjoints ou anciens conjoints du parent, et ce afin d'offrir des droits aux parents non biologiques. Pour les couples de même sexe, la délégation partage d'autorité parentale est la seule possibilité pour que le parent à l'égard duquel aucune filiation n'est établie ait quelques droits et puisse prendre quelques décisions relatives à l'éducation de son enfant. Mais en l'état du droit, seuls les parents peuvent saisir le juge de cette demande. Cet amendement a donc pour objet de permettre au conjoint ou à l'ancien conjoint de le faire. Très concrètement, ce sont les situations de séparation des parents qui sont visées. L'ex-conjoint pourrait alors saisir le juge afin de continuer à exercer l'autorité parentale sur un enfant qu'il a voulu et élevé jusque-là, et ce même si l'autre parent ne le souhaite pas. Donc cet amendement, je le retirerai, mais c'est un appel à Madame la ministre pour qu'elle puisse prendre en considération cette question dans sa future loi sur la famille. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Il est retiré? Très bien, il est retiré. Je n'avais pas compris comme ça. Bien, alors j'en viens à deux amendements identiques. Le 182 rectifié terre de Monsieur Zocchetto. Monsieur Détraigne. Oui, cet amendement propose d'instaurer un système de partage de l'autorité parentale par convention judiciairement homologuée. Ce système ferait du partage de l'autorité parentale pour le beau-parent un dispositif propre et le rendrait plus souple que le dispositif existant, puisqu'il pourrait être réalisé par convention homologuée par le juge aux affaires familiales. L'étendue du partage serait adaptée en fonction de l'exercice unilatéral ou conjoint de l'autorité parentale. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, le beau-parent pourrait réaliser les actes usuels et les actes graves nécessitant l'accord des deux parents. En cas d'opposition du parent titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, mais qui ne vit pas avec l'enfant, le juge aux affaires familiales pourrait être utilement saisi afin de trancher le conflit. En cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale, le parent pourrait partager avec le beau-parent le pouvoir de faire tout acte relatif à la personne de l'enfant dans le respect des droits de l'autre parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. Donc c'est donc un dispositif tout à fait innovant de partage de l'autorité parentale qui vous est proposé. Le 269 rectifié de Monsieur Retailleau. C'est le même, donc c'est le même dispositif avec la même souplesse pour les actes usuels, et je rejoins parfaitement ce que vient de dire Yves Détraigne. Je pense qu'on apporterait une vraie valeur ajoutée très concrètement dans la vie pratique et quotidienne des uns des autres. J'interroge la commission, monsieur le rapporteur. Avis défavorable. L'amendement est certes intéressant, mais il est largement satisfait déjà par le droit en vigueur, notamment par la délégation partage de l'article 337 du Code civil. Et peut-être avant de modifier, faudrait-il faire un bilan de l'application depuis 2002
de l'article 317 du Code civil. Et donc, ce bilan sera fait, je le pense, mesdames, et dans le prochain projet de loi, nous aurons un certain nombre de mesures qui concerneront les délégations d'autorité parentale. En l'état, ça me semble totalement prématuré et en plus pas très bien rédigé. Avis défavorable. Alors là, carrément défavorable. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Effectivement, j'utiliserai le même argumentaire pour dire que ça ne fait pas partie de cette loi. Je voudrais dire à Madame Benbassa qu'effectivement toutes les questions qui sont posées et qu'elle pose devront faire partie de la réflexion qui sera conduite dans le cadre de la loi famille, comme j'entends aussi nombre de réflexions sur cette question de l'autorité parentale et de la délégation de l'autorité parentale, sur lesquelles nous pourrons bien évidemment travailler ensemble. Mais ça ne fait pas partie de cette loi, donc avis défavorable sur les différents amendements concernant cette question de la délégation de l'autorité parentale. Très bien, merci. Je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Abstention. Ils ne sont pas adoptés. J'en viens à deux amendements identiques, le 63 rectifié terre de M. Gélard. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales, qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents, peut décider du vivant même de ses parents qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Cet amendement propose de compléter ce dispositif en permettant au tiers qui a résidé avec l'enfant et l'un de ses parents de saisir directement le juge aux affaires familiales d'une demande de se voir confier l'enfant. Il indique également la possibilité de l'ouverture d'une tutelle. En outre, cet amendement vise à réformer la procédure de délégation de l'autorité parentale prévue par l'article 377 du Code civil. La procédure actuelle permet, lorsque les circonstances l'exigent, aux pères et mères de saisir le juge en vue de voir déléguer toute ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers. Or, elle ne prévoit pas le cas du décès de l'un des parents. Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en permettant au tiers qui résidait avec le parent décédé, qui aurait participé à l'éducation de l'enfant au quotidien et noué avec lui des liens affectifs étroits, de saisir le juge en vue de se voir déléguer toute ou partie de l'autorité parentale. Ces propositions font suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d'un avant-projet de loi sur l'autorité parentale et le droit des tiers, ainsi que des pistes émises dans le cadre du rapport annuel du défenseur des droits de 2006, des droits de l'enfant naturellement, l'enfant au cœur des nouvelles parentalités, pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d'un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui. Merci. Le 178 rectifié terre, M. Détraigne. Il est défendu. Avis de la Commission. Avis défavorable, Monsieur le Président. Ces amendements reprennent deux propositions distinctes du Défenseur des droits qui datent de 2006. Mais depuis 2006, les choses ont évolué. D'une part, des réformes sont intervenues pour organiser la protection de l'enfant en cas de décès de ses parents, désignation d'un tuteur, d'un mandataire de protection futur. D'autre part, cet amendement remettrait en cause l'équilibre sur lequel repose notre droit civil et le principe essentiel selon lequel l'autorité parentale appartient aux parents de l'enfant, le parent survivant la recevant totalement en cas de décès de l'autre parent. Notre droit civil organise alors un mécanisme. Donc, peut-être faut-il revenir là-dessus, pas au détour de l'amendement en ce moment. Ça fera peut-être l'objet de dispositions dans la loi famille. Et donc, la Commission a émis un avis. Je regarde si elle m'a suivi. Oui, défavorable pour ces amendements identiques. Merci. Avis du gouvernement, Madame la garde des Sceaux. Monsieur le Président, un avis défavorable également. Je vérifiais, je crois que c'est l'article 403 en fait, qui permet aux parents qui détiennent seuls l'autorité parentale de désigner un tuteur. Je voulais en avoir le cœur net, mais je vois des approbations, donc probablement, je n'ai pas eu le temps de retrouver l'article. Donc c'est un avis défavorable et le sujet, évidemment, a sa raison d'être, partiellement en tout cas, et il sera mieux traité dans le projet de loi famille prochainement.
Merci. Je vais donc soumettre ces deux amendements identiques aux voix. 63 rectifié terre, 178 rectifié terre. Ceux qui sont favorables, ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Abstention. Ces amendements ne sont pas adoptés. J'en viens à deux amendements en discussion commune. Le 34 rectifié bis de M. Gélard. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, cet amendement vise à permettre aux parents qui exercent l'autorité parentale sur un enfant mineur de donner mandat au tiers qui réside avec lui et l'enfant et à nouer des liens affectifs étroits avec celui-ci, de le représenter en cas de décès ou d'incapacité future. Merci. 181 rectifié terre, M. Détraigne. Oui, il vient d'être présenté par le doyen Gélard. C'est le dernier amendement que nous proposons visant à l'élaboration d'un statut du beau-parent. Nous avons noté, Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, que même si vous ne donnez pas d'avis favorable ce soir sur ces amendements, ce sont tout de même des amendements intéressants qui font progresser cette question de la délégation d'autorité vis-à-vis d'un enfant sans aller dans certains excès comme d'autres dispositions qui ont été adoptées ce soir. Donc voilà ce que je voulais dire en attendant les avis dont je crains qu'on connaisse déjà le sens. Quel est donc l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur? L'avis est défavorable pour la bonne raison que le dispositif est déjà satisfait par le droit en vigueur depuis la réforme de la protection juridique des majeurs. En effet, en cas d'incapacité ou de décès, et cette protection peut être aussi mise en cause dans le cas d'un mandat de protection future, et donc la décision s'impose alors au juge. Donc je pense que ces dispositions sont déjà satisfaites. Au surplus, elles pourraient faire l'objet de quelque chose de plus large dans la future loi famille. Avis défavorable de la Commission. Très bien. Avis du gouvernement, Madame la garde des Sceaux. Également un avis défavorable, tout en précisant à Monsieur le sénateur Détraigne qu'effectivement le gouvernement est très attentif à toutes ces propositions et à toutes ces suggestions. Les réponses que nous vous faisons consistent à dire que les sujets que vous posez sont de vrais sujets. Parfois, nous vous disons que c'est satisfait déjà dans le Code civil. Parfois, nous vous disons que cela mérite une évaluation, d'approfondir la discussion. Mais en tout état de cause, je ne doute pas que vous participerez aux travaux préparatoires à ce projet de loi famille et que la ministre de la Famille, qui a déjà bien avancé sur le projet, fera en sorte que tout ce que vous avez soulevé et qui peut améliorer les relations entre les enfants et surtout le maintien de la relation familiale pour les enfants, que tout cela sera pris sérieusement en considération. Merci. Monsieur Sido, vous avez la parole. Oui, écoutez, là, on s'aperçoit qu'avec cette loi, les choses deviennent d'une complication extraordinaire. Mais enfin, revenons les pieds sur terre. Là, on a l'impression d'être dans une bulle, finalement, où on discute de problèmes qui éventuellement n'existent pas. Je ne sais pas qui a été à l'origine, en amont de ce type d'amendement, j'en sais rien. Je ne cherche pas à le savoir d'ailleurs, mais ce que je voulais dire, c'est que quand déjà que des parents biologiques, on va le dire comme ça, c'est actuellement comme ça que ça se passe aujourd'hui, transfèrent l'autorité parentale à d'autres parents adoptants, on va le dire comme ça, ou éventuellement simples ou pas, mais enfin, l'autorité parentale, c'est déjà compliqué. C'est déjà pas simple. Il faut qu'un juge intervienne. Il faut que les choses soient faites dans les règles de l'art, si je puis dire. Et imaginez un instant qu'on sous-transfère cette autorité parentale. Non, mais enfin, franchement, on croit rêver. Alors, je pense que dans la loi sur la famille qui viendra, Madame la ministre, il y aura beaucoup de choses dans cette loi sur la famille. Ça va nous prendre du temps. Ça va être compliqué, parce qu'il est vrai que la vie se complique. C'est pour ça peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des lois qui permettent qu'on complique à l'envi tout ce qui est réellement déjà compliqué naturellement. Eh bien, on traitera de cette question, mais actuellement, sous-traiter cette autorité parentale me paraît un petit peu démesuré par rapport à la problématique actuelle. Merci. Monsieur Longuet, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président,
Madame le garde des Sceaux, Madame le ministre, mes chers collègues, je soutiens naturellement ces deux amendements qui ont l'immense mérite de montrer le lien extrêmement étroit entre le principe que vous avez posé et qui a été adopté par notre Assemblée à l'article 1 et l'ensemble des dispositions concernant la famille. Parce que je ne suis pas le meilleur juriste de cette Assemblée, mais je connais un petit peu la vie. Et dans la vie, lorsqu'on ne peut pas se marier, on ne peut pas se marier. Vous ouvrez une porte. Et en ouvrant cette porte, celle du mariage de personnes de même sexe, vous allez inévitablement déstabiliser à la fois les mariages existants et les couples non mariés homosexuels qui vont être confrontés à la question simple « allons-nous nous marier ou pas ?» Nous avons de la vie une connaissance suffisamment riche pour savoir que tant qu'on ne peut pas se marier, il est relativement facile d'avoir un comportement qui peut changer lorsque la possibilité du mariage apparaît. Non pas pour consolider le couple, mais au contraire pour l'éclater. Car le nombre de situations complexes, et nous les vivons dans nos permanences quand nous recevons nos administrés qui ont le don parfois de se mettre dans des situations à peu près impossibles, où ils vivent en concubinage tout en étant mariés par ailleurs, et qui sont incités par l'un ou par l'autre à la rupture du mariage antérieur. Lorsque cette rupture ne débouchait sur rien, il est évident que cette rupture n'était pas encouragée. Si cette rupture débouche sur un mariage, il va donc avoir accélération des ruptures. Donc vous êtes en train de créer par une sorte de déplacement. L'étude de l'INSEE sur les couples français, cette grande étude, je crois, sur un échantillon de 200 000 couples, permet d'avoir des vérités statistiques. Il y a en effet des enfants qui vivent dans des couples homoparentaux, mais ils ne sont pas les enfants, dans l'immense majorité, dans la quasi-totalité des cas, ils ne sont pas conçus par ces couples, ils sont simplement les enfants de couples qui se sont reconstitués sur la base de l'homosexualité après avoir vécu une phase d'hétérosexualité, qui leur a permis d'ailleurs à l'un ou à l'autre d'avoir un enfant. Donc ils se partagent cet enfant, tout se passe très bien, mais à partir du moment où il y a possibilité de mariage, c'est un système de ricochet qui va, par l'appel au mariage, déconstruire d'autres mariages, et nous allons avoir à gérer des relations extraordinairement complexes entre des parents qui étaient mariés mais qui ne vivaient plus ensemble et qui vont être obligés de divorcer puisqu'ils peuvent marier. Alors, moi, très honnêtement, je suggère que cette loi sur la famille que vous nous proposez, eh bien, nous en attendions l'adoption, c'est le cas de le dire, que nous attendions l'adoption de cette loi pour pouvoir mettre en œuvre la loi sur le mariage, puisque le mariage a un double effet. Il va sans doute amener des couples légitimes qui ne vivent plus ensemble et qui sont hétérosexuels à être confrontés à la demande de divorce de l'un des deux qui a la possibilité de se marier, et nous allons avoir des concubins homosexuels qui vont sans doute se disperser parce que la perspective du mariage va les effrayer. Tant qu'ils ne pouvaient pas se marier, ils pouvaient vivre ensemble, mais lorsqu'ils vont être confrontés à l'obligation de respect, de fidélité et de soutien codifiée par la loi, ils vont sans doute reprendre leur liberté, appréhendant cette situation qu'ils n'avaient pas envisagée. Je vous suggère, Madame le garde des Sceaux, avec beaucoup de sagesse, d'imaginer de continuer à progresser dans la voie que vous avez ouverte et sur laquelle nous ne vous suivons pas, mais d'attendre pour la mettre en œuvre la loi sur les familles. Très bien, merci. Je mets au voix l'amendement 34 rectifié bis de M. Gélard. Ceux qui sont pour? Merci. Ceux qui sont contre? Abstention. Il n'est pas adopté. Le 181 rectifié terre de M. Zocchetto, présenté par M. Détraigne. Ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Abstention. Il n'est pas adopté. L'amendement 70 tombe. J'en viens à l'amendement 35 rectifié bis présenté par M. Gélard. Cet amendement a pour objectif de faire en sorte que les amendements portant sur l'autorité partagée et la résidence alternée visent essentiellement à protéger avant tout l'intérêt supérieur de l'enfant
en lui garantissant une construction saine et équilibrée reposant sur 2 parents réellement présents. Merci. Avis de la commission. Avis défavorable. La solution actuelle nous apparaît plus sensée que celle proposée par M. Gélard. Bien, merci. Avis du gouvernement. Défavorable. Merci. Je vais donc mettre cet amendement aux voix. Ceux qui sont pour? Merci. Ceux qui sont contre? Abstention? Il n'est pas adopté. J'en viens à 5 amendements identiques. Le 119 rectifié bis de M. Retailleau. Voilà, nous sommes conséquents puisque c'est la déclinaison dans le Code de l'action sociale et des familles de ce que nous défendons depuis le départ, c'est-à-dire que le principe qu'un enfant doit être éduqué et que cette éducation incombe à ses pères et mères dans le Code de l'action sociale et des familles. Très bien, merci. Madame Bruguière. Merci. Monsieur Bécaud. Même chose, merci. Monsieur Revet. Oui, Monsieur le Président, j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait peu cas du droit de l'enfant et qu'on n'en parlait pas beaucoup. Alors nous avons voulu déposer des amendements qui étaient peut-être un peu à répétition. On a compris qu'il n'était pas question qu'ils soient adoptés, mais on en reparlera. C'est vrai, comme le disait M. Sido, le projet de loi famille qui interviendra, semble-t-il, dans quelque temps, eh bien, devra reprendre tous ces aspects, parce que l'enfant, bien, les parents ont des devoirs par rapport à ces enfants. Alors, je sais bien que quelquefois, il y a des personnes qui préconisent d'enlever l'enfant le plus tôt possible à l'influence de ses parents. Pour nous, c'est exactement l'inverse. Et dans le domaine des responsabilités, il y a l'éducation, et les mieux placés pour aider à cette éducation, ce sont les parents, le père, la mère, et quand ils sont séparés, ou s'il y a un des deux qui disparaît, c'est le père ou la mère. Mais le rôle des parents doit être essentiel, et nous voulions le rappeler dans cet amendement. Merci. Avis de la commission. La commission est défavorable pour 2 raisons. La première, c'est que la matière est dans le Code civil. Ce n'est pas la peine de l'inscrire dans le Code de l'action sociale. Et que deuxièmement, ces amendements, dans leur esprit, interdisent en fait l'adoption par des couples de même sexe. C'est les amendements Adam et Ève. On en a déjà longtemps discuté. Et donc, nous sommes défavorables à ces amendements. Merci. Le gouvernement. Bien évidemment défavorable. Voilà, il est 23h30 sur notre antenne et on poursuit bien entendu la diffusion de l'examen de ce projet de loi sur le mariage. Vous retrouverez l'émission de Serge Moiti, normalement programmée à cette heure-là un petit peu plus tard dans la soirée, quand les sénateurs auront fini d'examiner les amendements et les articles qu'il reste sur ce texte. On fait un petit point sur la discussion en rejoignant Delphine Girard en tribune de presse. Delphine. Oui, Perrine, effectivement, à 23h30, eh bien, il ne reste plus qu'une quinzaine d'amendements à examiner. Les débats s'accélèrent, on l'a déjà dit. Alors, les sénateurs vont-ils poursuivre cette nuit pour voter aux alentours de 3h ou 4h? On ne sait pas encore, mais cette éventualité se précise. On a l'impression que même les sénateurs UMP, qui jusqu'à présent avaient fermement bataillé à chaque amendement, en multipliant les prises de parole, les explications de vote, sont beaucoup plus conciliants, eux aussi. Même s'ils ne lâchent pas prise, comme l'avait indiqué tout à l'heure l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ont envie d'arriver aux explications de vote sur ce projet de loi. Voilà, Perrine, ce qu'on pouvait dire pour l'instant, c'est à vous. Eh bien écoutez, on retourne dans l'hémicycle, on suit toujours la discussion autour de ce projet de loi et on se retrouve un petit peu plus tard avec des invités pour d'autres interventions. Merci. Les couples homosexuels ont été conçus par un père et par une mère, que ce couple ait été dissous juridiquement par un divorce, qu'il n'ait jamais existé ou qu'il soit maintenu parce que pour des raisons de convenance, on décide de ne pas trancher en attendant mieux. Car l'essentiel de ces couples, de ces homosexuels qui élèvent des enfants, élèvent les enfants qui ont été conçus préalablement dans le cadre de l'hétérosexualité, quel qu'ait été le statut de cette hétérosexualité.
rappeler, comme nous proposent les auteurs de l'amendement, que l'enfant est éduqué par son père et par sa mère, n'interdit absolument pas ultérieurement un mariage homosexuel, mais rappelle que cet enfant a toujours un père s'il est élevé ensuite par un couple de femmes homosexuelles et qu'il a toujours une mère s'il est élevé par un couple d'hommes qui se sont constitués ultérieurement. Le lien entre le père et la mère continue d'exister, quel que soit l'avenir de ce couple. Et d'ailleurs, c'est exactement le problème des divorcés. Les divorcés se composent, les familles se recomposent, tout le monde se retrouve ou se chamaille, les situations sont... Mais il y a toujours un père et une mère, et il y a toujours un moment où le père et la mère sont responsables de l'éducation de l'enfant et sont responsables tout simplement de l'enfant. Et cet amendement le rappelle. Je vois bien ce qui est proposé. On voudrait gommer ou le père ou la mère. Or, ils existent et dans 95% des cas, j'en suis convaincu à ce jour, d'enfants élevés par des couples homosexuels qui n'ont pas de statut aujourd'hui, qui en auront un demain, ce sont des enfants de couples hétérosexuels qui ont éclaté à l'épreuve du temps parce que l'un des conjoints a considéré qu'il fallait vivre autrement. C'est son droit, mais il n'empêche que le lien qu'il a créé en faisant un enfant avec une personne d'un sexe différent continue d'exister, continuera d'exister, quel que soit l'avenir, quelles que soient les orientations sexuelles tardives de l'un des deux conjoints. Monsieur Sido. Alors, j'ai bien écouté, j'ai bien lu déjà le texte de l'amendement proposé, des 4 amendements identiques. J'ai bien écouté mon collègue et ami Gérard Longuet. Écoutez, quand je lis bien le texte qui est proposé, c'est ça d'ailleurs le danger de tous ces amendements qui arrivent par le biais d'associations, etc., puis on les signe ensemble. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage pour tous, cette affaire-là. Tel que je lis le texte, l'éducation des enfants incombe au père et à la mère. Bon, c'est tout. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Et dire que quand la filiation n'est établie que pour l'un, l'autre ne s'en occupe pas. Mais enfin, si l'autre ne s'en occupe pas, c'est soit pas le père, soit pas la mère. Enfin, si c'est le père et la mère, naturellement, bien évidemment, les deux doivent s'occuper de l'éducation de l'enfant. Ça n'a rien à voir, donc c'est un amendement cavalier qui n'a absolument rien à voir avec cette loi que nous discutons depuis 4-5 jours aujourd'hui. Et par conséquent, je suis très dubitatif sur la pertinence de ces amendements. Si, Monsieur Béchu. Merci Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission. Ce sont les propos de la ministre de la Famille qui m'amènent à réagir. Vous nous dites, Madame la Ministre, avoir un père et une mère, ça n'est pas la garantie d'être bien élevé, regardez Vipère au point. C'est le mot garantie que vous avez utilisé. Mais je veux bien que ce soit le mot assurance, en faisant référence à Hervé Bazin. Il faut juste rappeler une chose, personne ici, dans cet hémicycle, n'a soutenu le contraire. Personne n'a dit qu'il y avait en quelque sorte une garantie de bonne éducation qui s'attachait, ou une assurance de bonne éducation qui s'attachait à un type de famille. Simplement, Madame la Ministre, à travers vos propos, je n'aimerais pas qu'on finisse par croire que le fait de ne pas être élevé par un père et une mère deviendrait ou une garantie ou une assurance d'être bien élevé. Et pour aller plus loin, parce que dans ce débat, malgré l'heure qui passe, il faut aussi dire les choses, nous avons la conviction et la certitude que ça reste, à défaut d'une garantie et d'une assurance, le meilleur modèle possible et souhaitable pour un enfant. Merci. Je vais donc mettre aux voix les 4 amendements. Ceux qui sont pour, merci. Ceux qui sont contre, abstention. Ces amendements ne sont pas adoptés. J'en viens à l'amendement 56 rectifié bis de M. Gélard. Il s'agit là, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, de combler une lacune du fait de l'inexistence de ces données dans l'étude d'impact. En effet, nous allons demander dans cette affaire un rapport au gouvernement sur les conséquences en matière d'adoption internationale de l'application de la présente loi, et en particulier sur le nombre d'enfants proposés à l'adoption en France. Cette information est nécessaire
tant pour les couples hétérosexuels que naturellement pour les nouveaux couples autorisés par la présente loi. Monsieur le rapporteur. Défavorable, d'autant plus que l'Agence française pour l'adoption et le Conseil supérieur de l'adoption fournissent des rapports annuels qui donnent un certain nombre de données et qui permettent le contrôle du Parlement. Merci, Madame la Ministre. Avis défavorable pour la même raison, en sachant qu'en plus le Sénat lui-même, qui généralement dispose d'une capacité de rapports, de missions et de rapports de grande qualité, parce que c'est souvent le cas, le Sénat peut lui-même procéder à ce rapport sans que le gouvernement vous le fournisse nécessairement. Donc avis défavorable. Merci. La parole à Monsieur Sido. Là, monsieur le rapporteur, pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il s'agit bel et bien d'une étude d'impact, si j'ai bien compris, monsieur Gélard, de cette loi sur l'adoption internationale, alors même que l'Agence pour l'adoption internationale, à laquelle j'ai participé, j'ai au conseil d'administration d'ailleurs, donne des chiffres avant, ex ante, autrement dit. Et par conséquent, effectivement, je pense qu'il faut un rapport sur cette affaire-là. Mais on connaît, parce que je l'ai dit et redit, alors je vais le redire une dernière fois, les conséquences de cette loi pour l'adoption par tous, ou par les homosexuels, le mariage et donc l'adoption, on en connaît les conséquences. Déjà que les pays qui offraient des enfants à l'adoption internationale étaient réticents quand il s'agissait de personnes seules, ce que permettait la loi. Déjà, c'est évident, c'est du vécu ce que je vous dis. Bon. Eh bien, à partir du moment où la France va adopter cette loi, il est clair, l'Afrique du Sud l'a dit, mais le Vietnam le fera, la Colombie se ferme, etc., etc., il est clair qu'il n'y aura plus, la Russie aussi, il n'y aura plus d'adoption internationale. Par conséquent, on connaît déjà, monsieur le doyen, mais il serait mieux que ce soit confirmé par un rapport, on connaît déjà le résultat de cette loi sur l'adoption internationale. Je trouve que c'est un excellent amendement qui fera une étude d'impact ex post. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement 56 rectifié bis. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. L'amendement n'est pas adopté. J'en arrive à l'amendement 52 rectifié bis présenté par Monsieur Gélard. Oui, c'est un amendement qu'avait déposé notre collègue Frogier et qui souhaite qu'à l'instar de ce qui fut fait pour la Nouvelle-Calédonie et pour Wallis et Futuna, on puisse compléter les dispositions manquantes en ce qui concerne le PACS en Polynésie française, où il n'existe pas à l'heure actuelle d'enregistrement du PACS au greffe du tribunal de Papeete. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis? Avis défavorable, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le PACS n'est pas appliqué en Polynésie, car le PACS, l'application est de la compétence de l'Assemblée territoriale. Et donc, ce n'est pas à nous de dire à l'Assemblée territoriale de Polynésie, vous devrez appliquer le PACS. Par contre, le mariage, lui, est applicable de plein droit. Merci, Madame la garde des Sceaux. Oui, même avis, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, parce que le pacte civil de solidarité est un contrat. Et les compétences du territoire de Polynésie, les contrats font partie des compétences du territoire de Polynésie. Par conséquent, c'est au territoire de prendre la décision d'instaurer un PACS. J'ai déjà proposé aux députés de Polynésie qui ont soulevé le même problème une séance de travail. D'ailleurs, il y en a une qui a dû avoir lieu pour les aider éventuellement à rassembler les matériaux ou commencer à rédiger, je veux le dire en toute modestie, commencer à rédiger éventuellement un contrat civil de solidarité. Par contre, le mariage, ça n'est pas un contrat, c'est un contrat entre deux personnes, mais c'est surtout une institution, c'est l'état des personnes. Donc cela s'applique, ce n'est pas la compétence territoriale et cela s'appliquera donc en Polynésie, qui fait partie des territoires de la République. Je mets aux voix le 52 rectifié bis. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, abstention, il n'est pas adopté. J'en viens à deux amendements en discussion commune. Le 235 rectifié de M. Darniche. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit de demander au gouvernement, par un rapport annuel, d'établir un état des lieux de l'application de la théorie du genre en France
Il n'est pas question par cet amendement de remettre en cause cette théorie qui met en lumière par des méthodes scientifiques les modes d'organisation de la société à partir des fonctions spécifiques assignées à l'homme et à la femme en raison de leurs différences sexuelles et des situations d'inégalité qui en résultent. Il est en effet intéressant de s'interroger, à travers l'histoire, sur les différences non biologiques entre hommes et femmes, en cherchant la racine et les causes des inégalités observées. En revanche, il nous faut être renseignés sur l'importance de l'introduction de la théorie du genre en France, car cette théorie, qui n'est pas une étude scientifique, mais un système de pensée, pourrait inspirer notre législation. Or, pour les tenants de cette théorie, ce n'est pas la différence des sexes qui importe, mais la perception subjective que chaque individu se fait de son identité, lui permettant ainsi de déterminer librement son orientation sexuelle qui pourrait prendre des formes diverses, tout comme elle pourrait évoluer dans le temps. La théorie du genre, en ne se fondant plus sur la différence des sexes, mais sur celle des sexualités, se retourne en fait contre les femmes, car il ne peut y avoir égalité sans reconnaissance des sexes. L'homme et la femme ont une spécificité liée à leur nature et la véritable égalité consiste à en tenir compte. Cette indifférenciation des sexes conduit donc à une rupture majeure de notre société et à un bouleversement pour l'ensemble des Français. Ceux-ci ont le droit de savoir. La théorie du genre ne peut être imposée en catémini sans que les citoyens n'aient conscience de ce qu'elle représente et des conséquences qu'elle entraîne, tant au niveau de la politique de la petite enfance, de l'éducation, de l'enseignement scolaire et supérieur, des droits des femmes, du droit de la famille, du droit social, de la justice et de l'administration. Il nous faut donc un état des lieux et c'est l'objectif de cet amendement. Merci. Le 272 rectifié, Monsieur Retailleau. Oui, rapidement, c'est un amendement qui propose la même chose que ce que Philippe Darniche, mon ami, vient de proposer. Simplement, je voudrais signaler, c'est d'ailleurs pas ce gouvernement qui l'a mis à l'étude dans les programmes, non pas de philosophie, mais de SVT, de sciences. La théorie des genders est proposée maintenant à l'enseignement. Je voudrais indiquer que celle qu'il a pensée, conçue, Judith Butler, avait écrit un livre, Troubles dans le genre, pour un féminisme de la subversion. Demander un rapport, c'est tout simplement savoir si nos enfants sont soumis à une subversion et à quelle subversion. Je vous rappelle que cette théorie pousse à une déconstruction, reconstruction en matière de genre, c'est évident, en matière de famille qui devient suspecte, puisque la femme y serait maintenue dans un état de domination, soumettant aussi les enfants à un déterminisme naturel négatif. Maternité suspect aussi, puisque l'idée de la seule reproduction naturelle doit être déconstruite au profit de l'idée selon laquelle l'enfant ne se reçoit pas, mais il se désire. Voilà, il faut donc recourir à d'autres techniques. Bon, je trouve qu'à partir du moment où cette théorie est une théorie et qu'elle fait l'objet d'enseignements, nous pensons aussi d'ailleurs que sans doute n'est-elle pas complètement étrangère à l'inspiration de ce texte. Je pense en tout cas que le gouvernement serait bien inspiré de proposer à la représentation nationale un rapport sur les conséquences de cette théorie, en tout cas de son enseignement. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis de la commission sur cette... Défavorable, car la théorie de genre n'a pas de rapport direct avec le texte, donc défavorable à la production de ces rapports. Madame la ministre, l'avis du gouvernement sur ces amendements? Le même avis, Monsieur le Président. Merci. Je vais donc consulter le Sénat sur ces deux amendements. 235 rectifiés. Non, sur le 235 rectifié de Monsieur Darniche. Ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Abstention. Il n'est pas adopté. Même vote pour le suivant. Très bien. Je suis maintenant saisi d'amendements sur l'intitulé du projet de loi. 5 amendements en discussion commune. Les deux premiers, 57 rectifiés bis et 140 rectifiés, tombent. L'amendement 264 rectifié de M. Retailleau. Je vais soutenir les deux, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président. Ce sont des amendements un peu facétieux. Simplement, je souhaitais que, avec d'autres collègues, mais importants, dire les choses, nommer les choses, notamment donc, en indiquant qu'il s'agissait d'un texte qui visait aussi à supprimer la différence de la différence sexuelle propre à la filiation.
Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. La commission est défavorable car les amendements ne sont pas seulement facétieux, mais un peu provocateurs quand même. Merci. L'avis du gouvernement, madame la ministre. Le même avis, en supposant que Madame la sénatrice Deségaux apprécie, puisque Madame la sénatrice ne goûte guère que l'on détende un peu l'atmosphère. Mais donc, lorsque le génie vient de vos rangs, j'espère que vous y êtes sensible, Madame la sénatrice. Merci. Monsieur Béchu, vous voulez intervenir, vous avez la parole. Non, juste pour dire qu'il y a un amendement qui est facétieux, soit, mais il y a le deuxième sur lequel je ne comprendrai pas qu'il y ait un avis défavorable, puisque ça correspond très précisément à ce sur quoi vous nous avez fait voter. Le dernier amendement que nous examinons ce soir, après c'est fini, il dit quoi? Il dit que ce n'est pas le mariage pour tous, que c'est le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Ou, pour reprendre vos mots, le mariage et l'adoption pour tous. Pourquoi refuser de modifier l'intitulé du projet de loi qui intègre l'adoption comme un droit nouveau et comme une égalité nouvelle, alors qu'on pourrait penser que c'est avec fierté que vous avez porté et défendu ce texte et l'ensemble de ses conséquences. Donc je ne comprends pas que le rapporteur et plus encore le gouvernement refusent d'ajouter le mot adoption dans le titre du projet qu'il défend. Et ça aurait le mérite de clarifier encore un peu plus la réalité du changement juridique que vous nous proposez. Doit-on voir, Madame la Ministre, et ce ne sera pas une facétie de ma part de le dire comme ça, doit-on voir dans ce refus de mettre l'adoption dans le titre du projet de loi le fait que vous savez que nos concitoyens n'ont pas le même degré d'adhésion au mariage et à l'adoption et qu'ils sont largement majoritaires contre l'adoption élargie à tous les couples dans ce pays? C'est la question que je me pose, mais je ne veux pas croire que ce soit la seule raison pour laquelle vous refusez de nommer les choses telles qu'elles sont. Merci. Alors, monsieur le rapporteur et madame la ministre ensuite. Oui, cher Christophe Béchu, je vois bien que vous voulez avoir la parole le dernier, mais vous n'êtes pas mis en accusation, vous n'êtes pas l'accusé, vous ne vous défendez de rien. Donc pourquoi sommes-nous contre cet amendement? Parce que ce n'est pas l'adoption aux couples de même sexe, mais aux personnes de même sexe. Donc c'est mal rédigé. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président, le gouvernement y est défavorable pour d'autres raisons. Monsieur le sénateur Béchu. Monsieur le sénateur Béchu, la démonstration que vous venez de faire, vous l'avez déjà faite. Et méfiez-vous de ne pas avoir le vertige à force de tourner comme ça autour des mêmes arguments, monsieur le sénateur. Nous avons dit à plusieurs reprises ici dans cet hémicycle que le mariage emporte l'adoption. Vous êtes sénateur, vous êtes législateur, vous le savez. Le gouvernement a eu justement du courage en parlant systématiquement de mariage et d'adoption. Parce que le citoyen, lui, n'est pas censé savoir que le mariage emporte l'adoption. Donc nous avons systématiquement dit, vous prétendez que nous avancions à visage masqué, voilà, masqué. Non, justement, nous n'avons cessé de parler de mariage et d'adoption. Parce que nous estimions que le citoyen qui ne lit pas le Code civil tous les matins, contrairement à certains sénateurs, que ce citoyen-là n'est pas censé savoir que le mariage emporte l'adoption. Mais vous savez que par l'article 343, le mariage emporte l'adoption. Donc, lorsque nous faisons du droit, lorsque nous sommes entre législateurs, il n'y a pas lieu de dire le mariage et l'adoption. Pendant toute la période d'explication, nous avons dit ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Voilà. Mais c'est notre Code civil qui fait que le mariage emporte l'adoption. Il n'y a donc pas nécessité à le préciser. Monsieur Longuet, vous avez la parole. Madame le garde des Sceaux, juridiquement, votre démonstration est incontestable, mais je soutiens totalement l'amendement qui a été présenté et admirablement défendu par Christophe Béchu pour une raison très simple, c'est qu'en autorisant le mariage des personnes de même sexe, vous les condamnez à l'adoption. Aujourd'hui, 95%
des enfants de couples homosexuels sont issus de mariages ou de couples hétérosexuels constitués sous différentes formes, en leur offrant la possibilité du mariage, vous les condamnez au mariage, c'est-à-dire au mariage homosexuel, c'est-à-dire vous les condamnez à l'adoption. Vous aviez raison de le rappeler. Merci, Monsieur Lenoir. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, je voudrais abonder dans le sens qui vient d'être indiqué par mon ami Gérard Longuet. Au terme de cette discussion et avant que nous nous retrouvions demain pour les explications de vote, je voudrais dire, Madame la Ministre, que vous avez, au cours des jours que nous avons passés ensemble, décrit un monde absolument merveilleux. Un monde dans lequel chacun, chacun de ceux qui étaient visés par ce texte allait vivre un grand bonheur et à qui était promis une belle destinée. Alors il est dans quelques secondes minuit. Cendrillon va se retrouver avec la citrouille au lieu de son carrosse, ses souliers de bois au lieu de ses souliers de verre, et la réalité va s'imposer, beaucoup plus dure que celle que vous avez indiquée, et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire que vous avez construit un édifice sur lequel le rêve a été décrit, mais où les réalités vont s'imposer. Sénateur, je mets aux voix ces deux amendements. Je mets aux voix l'amendement 264 rectifié. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, abstention, il n'est pas adopté. 263 rectifié. Ceux qui sont pour, contre, abstention, il n'est pas adopté. Mes chers collègues, nous avons terminé l'examen des articles du projet de loi et des amendements portant articles additionnels. Je veux vous remercier d'avoir tous participé à ce débat. Demain matin, nous procéderons aux explications de vote et au vote sur le projet de loi. Je demande, s'ils le veulent bien, au groupe de me transmettre la liste des intervenants dans ces explications sur le projet de loi. L'ordre du jour donc, du vendredi 12 avril 2013, à 9 h, explication de vote et vote sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. La séance est levée. Et voilà, le Sénat en a fini avec l'examen de tous les articles et de tous les amendements déposés sur ce projet de loi, près de 8 jours après le début de l'examen de ce texte. On retrouve pour un dernier point dans l'hémicycle Delphine en tribune de presse. Delphine Girard. Oui, Perrine, alors on l'a vu, la droite, dans un dernier barreau d'honneur, avait proposé des amendements jugés par l'auteur même de ces amendements, Bruno Retailleau, facétieux, puisqu'il s'agissait de modifier l'intitulé du projet de loi et de rajouter projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Actuellement, le mot adoption ne figure pas dans ce projet de loi. En tous les cas, ce soir, on a vu que les débats s'étaient considérablement accélérés et il faudra donc attendre demain matin 9 h pour écouter les explications de vote de l'ensemble des groupes politiques du Sénat sur ce projet de loi. En tous les cas, merci à tous de les avoir suivis et on se retrouve, Perrine, bien entendu, demain en direct à partir de 9 h. Exactement, Delphine. Rendez-vous demain matin à 9 h sur notre antenne pour suivre les explications de vote et puis le vote final sur l'ensemble du projet de loi Mariage pour tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur l'antenne de la chaîne parlementaire. Tout de suite, vous retrouvez Serge Moiti pour justement une émission consacrée au mariage pour tous. Très bonne soirée.